À la recherche du Québec avec Alexis Tétrault, David Santarossa et Pierre Norris. Chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Récemment, j'ai eu envie de changer un peu la formule du balado À la recherche du Québec, question de mettre un contenu un peu plus diversifié en ligne. C'est pourquoi aux grands entretiens que je mène depuis quelques temps déjà et que je continuerai à mener, j'ai décidé d'ajouter des revues d'actualité d'ici et d'ailleurs. Pour ce faire, j'ai demandé à mes deux estimés collègues et bons amis, Pierre Norris et David Santarossa, de se joindre à moi. Chaque 2 semaines, dis-je, chacun d'entre nous arrivera avec un sujet d'actualité qui concerne le Québec, la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis afin d'en expliquer le fondement et bien sûr d'en discuter. Pourquoi une telle formule de balado? Qu'est-ce que ce projet apportera de nouveau à l'actualité? Mais à vrai dire, après plusieurs discussions avec Pierre et David, on ressentait l'urgence de donner un peu de profondeur historique, philosophique, sociologique au sujet d'actualité. C'est notre prétention et nous espérons en être dignes. Je donne souvent le même exemple, mais il est tout de même parlant, c'est l'exemple de Donald Trump. Combien de unes de journaux, de chroniques, de commentaires, de documentaires ce personnage-là a-t-il suscité dans les dernières années? Des milliers pour ne pas dire des millions. Et pourtant, qui aujourd'hui, après tout ce commentariat, peut se targuer de vraiment connaître le phénomène Trump? C'est-à-dire de le connaître à la lumière des États-Unis, de l'histoire longue des États-Unis, de le connaître à la lumière du déclin économique et politique de l'Occident, de la prolétarisation des classes moyennes, de la guerre commerciale avec l'Asie. Qui peut faire un parallèle entre Trump et d'anciens présidents comme Andrew Jackson ou Richard Nixon? Donc, on sait très certainement que Donald Trump indigne l'intelligentsia et fait rouler des yeux les commentaires politiques, mais mon Dieu que c'est court et je ne suis pas certain qu'après tout ce roulement de yeux, on a une connaissance vraiment plus intime du phénomène Trump. Alors, vous comprendrez que l'objectif de ce balado-là, c'est de donner une profondeur historique, comme je le disais, à des sujets d'actualité. Donc, que ce soit Donald Trump, que ce soit la candidature Éric Zemmour, le Brexit, peu importe, on va essayer d'aborder ces sujets d'actualité-là avec de la hauteur et très très loin de l'espèce de moralisme qui est souvent la voie facile pour disqualifier un phénomène politique au lieu de l'expliquer. Alors sans plus tarder, je vous présente mes collaborateurs. D'abord à ma gauche, David Santarossa. Bonjour. Donc oui, comme Alexis le dit, David Santarossa, je suis enseignant au secondaire. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai continué avec la maîtrise en enseignement au secondaire. Là. Donc, je vais parler principalement du Québec, de ce qui nous touche, nous, directement. Et je pense que ça va être une belle expérience. Ça va être assez intéressant de discuter de tout ça avec vous, les gars. Pour ma part, Pierre Norris, je suis étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Je travaille sur la pensée politique du philosophe britannique Roger Scruton et son rapport avec l'évolution du conservatisme en Angleterre. Donc, dans le cadre de mes travaux, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, c'est ça, en Angleterre, mais plus généralement dans le monde anglo-saxon. Donc, ça va me faire plaisir de discuter de tout ça avec vous, la politique au Royaume-Uni, aux États-Unis. Je pense que ça va être très intéressant. Et moi, pour ma part, j'ai choisi les sujets d'actualité français. Pour tout dire, je suis en train de faire un doctorat en sociologie sur la France, la nation France dans la mondialisation. Donc, tombe sous le sens que je m'arroge les sujets français. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au camarade Santarossa qui va nous parler de son sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie de parler d'un sujet, pas tant d'un fait qui a fait l'actualité, si on veut, récemment, mais c'est un sujet qu'on parle continuellement depuis quand même quelques années, et c'est celui de l'immigration. Puis je regardais l'actualité et on parle tout le temps de la crise du logement. Hein? Donc, il y a trop de personnes et pas assez de logements. C'est ça, là, un peu la définition d'une crise du logement. En même temps, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a trop de travail de faire, trop d'offres d'emploi, mais en même temps, pas assez de personnes. Donc, il y a
quand même quelque chose de particulier, une espèce de contradiction à quelque part. Et c'est très rare, j'oserais pas utiliser le mot jamais, mais je vous dirais c'est très rare qu'on intègre le facteur immigration dans les causes de ces problématiques-là. Et comprenons-moi bien, évidemment, c'est la pénurie de main-d'œuvre, la crise du logement, les lits d'hôpitaux même, on pourrait parler de ça. Il n'y a jamais une seule cause unique. Hein? On pourrait pas dire la cause, c'est l'immigration. Mais il y a comme un tabou, j'ai l'impression, le fait qu'on le mentionne si rarement dans certains reportages de Radio-Canada ou de la presse. Et je trouve ça très particulier. Et même, il y a un expert de la Banque Scotia qui en parlait récemment à la Chambre des communes à Ottawa. Il disait, l'immigration a fait une grande pression sur le marché immobilier. Et c'est tout à fait logique. Hein? C'est-à-dire que si tu amènes au Québec, grosso modo, 50 000 personnes à chaque année, il faut que tu trouves des logements pour ces personnes-là. Puis surtout, ces immigrants-là viennent principalement à Montréal, dans la grande région métropolitaine. Donc, évidemment qu'il faut construire des logements. Et lui pointait ça du doigt et ajoutait aussi que ce sont les immigrants qui payent le prix en premier lieu de ces mesures-là, parce que évidemment, par définition, tu arrives au Québec, tu n'as pas nécessairement de logement directement. Donc, tu vas devoir te trouver un logement, ça ne sera pas facile. Donc c'est très intéressant ce que cette personne-là de la Banque Scotia disait. Et j'ai l'impression qu'on en parle peu souvent, parce que on n'a jamais le fardeau de la preuve quand on amène ce sujet-là. Quand on veut augmenter les seuils d'immigration, c'est très, très rare qu'on ait besoin de justifier nos propos. Mais à l'inverse, quand on souhaite les baisser, on se rappellera quand François Legault proposait quelque chose d'assez audacieux, supposément, de baisser à 40 000. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Avant de les remonter. C'était la fin du monde. Ça, fallait qu'il justifie. Il y avait un immense fardeau de la preuve, alors que Justin Trudeau, on le voit pas du tout. Et avant de vous entendre, les gars, parce que je suis curieux de vous entendre là-dessus, j'aimerais avancer une petite expression, c'est celui du privilège progressiste. J'ai comme l'impression que quand on présente une augmentation de l'immigration, une augmentation des seuils, on n'a jamais vraiment besoin de le justifier. Notre posture morale suffit. C'est-à-dire que c'est nécessairement bon, du moins d'un point de vue moral, d'ouvrir les frontières, d'accueillir plus d'immigrants. Il y a quelque chose... Ça relève d'altruisme, d'être ouvert, exactement. Donc, il y a vraiment une forme de privilège progressiste qui dit, t'as pas besoin de justifier tes arguments d'un point de vue démographique, économique, culturel sur ces enjeux-là. Vraiment, ça suffit de juste avancer ces idées-là, comme on le voit avec Justin Trudeau qui parle de 400 000 immigrants, puis même, il voudrait augmenter encore. Là. Donc, je suis curieux de vous entendre, là, Alexis. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic. Il y a quelque chose de soviétique, puis je pense pas que le terme soit exagéré, mais il y a une crise du logement à Montréal et jamais on ne remet en question le 50 000 personnes de plus qui arrivent chaque année puis qui s'installent généralement dans la région métropolitaine. Je sais pas une donnée parmi d'autres, là, 50 000 personnes. Là. Je sais pas ça donne combien de ménages, mais disons que soyons conservateurs et disons que ces gens-là arrivent tous en famille de 5. Ça fait quand même 10 000 logements par année qui s'envolent. Bon, bien sûr, ils restent pas tous à Montréal, là, mais ça fait quand même 10 000 logements au Québec qui sont occupés comme ça parce que des nouvelles familles arrivent. Moi, cet enjeu-là, je n'en entends jamais parler. La seule fois où j'en ai entendu parler, où j'ai lu là-dessus, c'est dans le livre de Frédéric Bastien sur Après le naufrage, son livre sur le naufrage du PQ. Mais jamais, tu sais, comme ça, comme un sujet parmi d'autres dans le livre, mais jamais je n'ai vu et lu un démographe, un économiste ou je sais pas, un urbaniste venir nous parler de cet enjeu-là. Vraiment, jamais. Il y a quelque chose de fascinant. Là. Il y a des gens comme ça qui s'enracinent au Québec. Il y a une crise du logement, puis il y a personne qui tisse le lien entre les deux.
C'est vrai, puis un autre élément à apporter concernant tout ça, c'est la nature même de cette immigration-là. Fut un temps où on pouvait accepter, disons, au Québec, une immigration, peu importe le nombre, là, les chiffres ont varié au fil du temps, qui allait souvent peut-être s'établir dans Parc Extension, Hochelaga, Maisonneuve, différents quartiers ou arrondissements comme ça. Mais depuis que le Québec sélectionne davantage une immigration pour des critères économiques, et je pense avec raison, le contre-coup de ça, c'est qu'on va souvent chercher des immigrants un peu plus fortunés, qui arrivent avec des diplômes. Ils s'établissent, oui, souvent dans la région de Montréal ou à l'île même, sur l'île même de Montréal. Le résultat de ça, c'est que beaucoup de ces gens-là qui arrivent souvent de pays européens, ils arrivent sur le plateau ou dans différents quartiers de Montréal, puis eux, ce qu'ils voient, c'est des logements qui sont à un prix beaucoup moins élevé que ce qu'ils vont payer en Europe. Et donc, les propriétaires, ils sentent ça. Et c'est certain que parce qu'on attire maintenant au Québec une immigration un peu plus fortunée, les propriétaires de logements sautent là-dessus et c'est certain que ça a un rôle à jouer dans la hausse des prix de loyer dans les dernières années. Ça, c'est certain, même si on n'en parle pas. Je pense, t'as raison de dire, David, que c'est pas la cause unique, là, en effet. Là. Il y a plusieurs raisons, surtout pendant la pandémie. Là, l'inflation touche tous les secteurs, là, puis l'augmentation massive des dépenses étatiques joue un rôle là-dedans, structurant même, mais c'est vrai que tout à fait la hausse de l'immigration au Québec, c'est certain que ça a un rôle à jouer là, dans la crise du logement. Ben moi, ce que tu viens de dire, je l'ai entendu comme ça à Radio-Canada. J'étais en voiture puis j'avais pas mon téléphone pour écouter de la musique, donc j'étais obligé d'écouter la radio de Radio-Canada, moment pénible. Mais bon, tout ça pour dire que je l'ai entendu, là, ça a duré 10 secondes. C'est un économiste qui a dit oui, effectivement, maintenant les immigrants qui arrivent sont plus fortunés qu'ils l'étaient avant, de sorte que ça fait une pression à la hausse sur les prix des maisons, puis c'est une des raisons pour lesquelles le marché immobilier s'emballe. Mais 30 secondes, là. Mm-hmm. Jamais on va entendre ça, on va lire ça. Jamais il y a, comme je dis, un démographe, un urbaniste qui va venir nous l'expliquer. Ils vont être 15 à nous expliquer que tel politicien a un propos un peu anti-vax parce qu'il a remis en question telle mesure, mais pas un pour nous dire pourquoi la classe moyenne n'a plus accès au logement. T'sais. Il y a quelque chose de fou. Hein. Oui, où on va donner des exemples, les causes, on va dire, comment dire... Les compagnies qui construisent des logements veulent pas trop s'embarquer dans ce genre de projet-là parce que les prix du matériau sont très élevés. Ce qui est sans doute vrai, comme on le disait tantôt, il y a plusieurs facteurs. Mais je me dis, je regarde ça du point de vue du gouvernement et le nombre d'immigrants, on aurait notre rôle à jouer sur choisir ce nombre. Le prix du matériau, ben ça dépend de beaucoup de facteurs, mais les immigrants, lui, on peut avoir ce contrôle-là. Mais je me fais un petit peu... j'essaie de comprendre à nouveau pourquoi on refuse de parler d'immigration comme facteur. Parce qu'il doit bien y avoir une raison. Évidemment, il y a un peu de politiquement correct. On a peur à quelque part que, en pointant du doigt l'immigration, bien, il y a certains sentiments peut-être racistes qui émergent de ça, puis qu'il y ait des commentaires désobligeants sur les réseaux. Et c'est vrai que ça existe, ce genre de commentaires-là, mais je pense que, en fait, au contraire, c'est le fait que ce genre de commentaires-là existe. C'est pas en refusant de parler d'immigration que soudainement ce genre de commentaires-là va disparaître. Au contraire. Habituellement, le refoulé n'est jamais une solution. Ben, exactement. Et je pense qu'on doit apprendre en tant que société. Et je pense que, par exemple, dans le cours de sciences, ça pourrait être capable, ou du moins dans ce genre de cours-là, d'apprendre à discuter d'immigration sans pour autant nécessairement parler des immigrants. T'sais. C'est-à-dire que l'immigration, c'est un phénomène social. On peut tout à fait défendre une baisse des seuils d'immigration sans pour autant se dire, ben mon voisin qui vient du Cambodge, je veux qu'il retourne chez eux. Ben non, c'est pas ça du tout l'enjeu. Là. Donc j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à distinguer ça. Immigration comme facteur social, comme facteur démographique, et les immigrants, les personnes en eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à distinguer les deux.
Absolument, ouais. Puis c'est un phénomène social, c'est un phénomène social incroyablement important. Tu sais, c'est sur tous les lèvres, on voit l'impact sur nos sociétés. Puis j'ai pas l'impression. Tu sais, à l'époque, j'ai en tête l'école de Chicago, tu sais, la sociologie de Chicago, qui au moment où justement Chicago s'étendait, tu sais, il y avait des sociologues qui allaient dans les quartiers polonais, puis ils faisaient des études, puis après ça il y avait toute une espèce de foisonnement intellectuel autour du phénomène social qui était l'immigration. Puis moi je ne vois pas comment ça pourrait être possible aujourd'hui. On dirait que le sujet est tellement hystérisé qu'on pourrait même pas avoir un espèce de recul scientifique. C'est assez inquiétant. Pierre. C'est vrai, puis si je reviens au concept que tu avançais un peu plus tôt, David, celui de privilège progressiste, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que à l'époque moderne, c'est certain que la position progressiste sert toujours un peu de... C'est le postulat moral sur lequel va reposer l'ordre politique du moment. Et là, peu importe ce qu'est la cause politique du moment d'une génération à l'autre, en ce moment, on est depuis quelques années, quelques décennies, là, que ça se travaille. Être progressiste aujourd'hui en Occident, c'est défendre la diversité. À une autre époque, ça a pu être la lutte des classes, la cause ouvrière. Maintenant, c'est la diversité qui est nécessairement intrinsèquement bonne. Et oui, on ne peut pas en discuter. C'est toujours très mal vu. En fait, on peut, mais on va toujours être très mal vu. Et alors que je pense que il y a, oui, une remise en question saine. Il y a un débat sain qui doit être fait sur toutes ces questions-là. Et oui, il faut pouvoir parler de tous les sujets possibles sans tabou. Enfin, on peut en parler, mais il faut nécessairement que ce soit fait sous le signe du progrès, justement, puis que c'est nécessairement positif, tu sais, parce que c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est mon avis, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Tu sais, je sors de ma scolarité de doctorat et l'immigration est sur toutes les lèvres. Mais la conclusion, il faut nécessairement que ce soit elle est bonne, et puis c'est à la société d'accueil de s'adapter. Tu sais. Alors, on en parle, mais c'est monolithique. Ouais, je pense que vous avez raison, les gars. Et je donnerais un autre exemple. On parlait de pénurie de main-d'œuvre, logement. En ce moment, en temps de COVID, on parle beaucoup des lits d'hôpitaux, n'est-ce pas? Hein? Et il y avait des statistiques qui sont sorties cette semaine, là, comme quoi le nombre de lits d'hôpital par habitant ou par millier d'habitants, par 100 000 habitants, a descendu depuis les années 80. Et on donnait diverses raisons à ça, là. Mais évidemment, on s'en plaignait en même temps de dire, ben là, on le voit, les conséquences quand on a moins de lits d'hôpitaux en lien avec la COVID. Et j'ai fait un petit calcul très rapidement. Donc, en 2022, on parle de 70 000 immigrants au Québec. Hein? Donc, on veut combler le retard. C'est du moins ce qu'on a dit. Et on a une moyenne de 2,5 lits par 1000 habitants. Donc, ça, ce que ça signifie, c'est que en 2022, on devrait ajouter 175 lits d'hôpitaux pour garder notre moyenne, juste en raison de l'immigration. Puis il y a aussi une augmentation normale de la population aussi. Là, ces personnes-là font des enfants. Donc, et ces lits-là, c'est principalement à Montréal. Donc, ben, je vous l'annonce tout de suite, là, j'ai pas l'impression qu'il y a des hôpitaux en construction, j'ai pas l'impression qu'il y a des CLSC en construction qui ajoutent des lits d'hôpitaux. Donc, évidemment que ça augmente une pression sur le système de santé, ça demande davantage d'infirmières, ça demande davantage de docteurs, parce que l'immigration, évidemment, a besoin de services. Ça va de soi, surtout au Québec, où est-ce qu'on est une société qui offre beaucoup de services en santé, en éducation. Donc, c'est le genre de problématiques que, justement, je pense pas que c'est des problématiques qui sont insurmontables, mais... Ils sont pas posées. Exactement, elles ne sont pas posées. Je veux dire, Justin Trudeau, si tu me dis que tu vas accepter 400 000 personnes au Canada, tu as un fardeau de la preuve de m'expliquer comment tu vas aller chercher des enseignants, principalement des enseignants, des infirmières, des médecins, des orthophonistes, des orthopédistes. Je veux dire, ces personnes-là, et surtout les immigrants, c'est généralement des populations qui vont demander plus de services que les natifs.
Exactement. Par exemple, en éducation, évidemment, ben on le sait, souvent ils ont besoin de cours davantage, par exemple, en francisation, en orthophonie, ce genre de choses-là. Ils arrivent ici, puis leur tissu social est pas tissé, donc évidemment qu'ils reposent sur les institutions. Il n'y a pas de mal à ça, là, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est comme s'il n'y avait jamais de fardeau de la preuve. On n'a pas besoin de justifier cette idée-là. Et au contraire, la personne qui demanderait des justifications, la personne qui dirait, ben, est-ce que c'est une bonne chose? Curieusement, ça serait elle qui passerait pour la méchante. Ce serait lui le grand méchant loup, finalement, dans l'histoire, là, où est-ce que, ben, c'est lui qui vient un peu... casser le party, qui vient nous remettre en question, puis qui devrait pas, au final. Puis cette personne-là, justement, on va aussitôt lui imputer de mauvaises intentions. On va prendre pour acquis qu'il est fermé d'esprit, rétrograde, raciste, xénophobe, etc. Alors que l'enjeu, c'est toujours d'essayer, oui, de maintenir une unité sociale, une cohésion sociale, puis de s'assurer que notre société fonctionne pour le plus grand nombre de personnes possible. Puis donc oui, on peut toujours débattre du nombre d'immigrants qui vont être reçus, mais en effet, oui, le problème, c'est que le postulat moral actuel dans notre société, c'est toujours que il faut l'accepter comme si c'était une vertu en soi, mais on ne peut jamais discuter des moyens, jamais discuter de la manière de procéder. Quelqu'un qui s'inquiète que ça va peut-être un peu trop loin, trop vite, ou est-ce qu'on est capable simplement d'accueillir autant de personnes, ou quels sont les moyens qu'on devrait déployer? Ça, c'est assez difficile de le faire sans se faire traiter de tous les noms. Puis on parle de la société d'accueil, là, mais je suis pas certain que c'est de rendre service aux nouveaux arrivants que de les faire déménager dans un logement trop cher, trop petit, dans un quartier montréalais mal desservi par les hôpitaux qui sont débordés, avec des classes où il y a des remplaçants tous les mois. On parle de la société d'accueil, mais il y a aussi un peu de décence envers ces gens qui arrivent ici, puis leur offrir ce qui est habituellement offert aux gens qui naissent ici. T'sais. Ça, c'est quelque chose qui est jamais posé. Plus d'immigrants pour ouvrir les frontières et tout, mais est-ce que arrivant ici, ils ont la capacité de se développer comme une personne qui serait née ici a la capacité de se développer? C'est une autre question qu'il faut poser. Oui, totalement. Exactement. Donc, j'ai l'impression que ce sujet-là, évidemment, on n'a pas fini d'en parler, mais j'espère... tout en étant un peu réaliste, là, mais j'espère que dans les prochaines années, on va se mettre à en discuter plus sérieusement, de manière peut-être plus apaisée. Donc non, c'est un sujet qui est... Et en passant, c'est le genre de sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, et dans toutes les sociétés occidentales actuellement. Donc, tant qu'on va vouloir mettre ça sous le tapis, puis vouloir cacher ça, comme quoi, ben non, on n'en discutera pas, ben... Vraiment, on se met le doigt dans l'œil totalement. Donc oui, je souhaite qu'on en discute franchement, puis je pense que c'est un peu un cliché de le dire, mais je pense que la démocratie va en bénéficier tout simplement. Là. Absolument. D'ailleurs, j'ai une citation du général de Gaulle tantôt qui devrait inspirer la discussion qu'on va avoir. Mais avant de passer à ma chronique sur la France, je passe la parole au collègue Pierre Norris. Oui, donc moi aujourd'hui je comptais discuter avec vous des 2 ans de la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni. On célèbre dans les jours actuels, là, je crois que c'était le 30 janvier 2020, le Royaume-Uni a officiellement a officiellement quitté l'Union européenne. C'est très certainement un des événements politiques les plus importants de la dernière décennie. Et bien, le Royaume-Uni, on se demandait beaucoup comment il pourrait s'en sortir. C'était souvent la critique qui était faite par les opposants au Brexit. On disait le Royaume-Uni est trop petit. On dit la même chose de tous les autres pays européens qui seraient peut-être tentés de quitter l'Union. Ça fait penser un peu à ce qu'on disait du Québec dans les années 80-90 par rapport à l'indépendance. Tout à fait. Et là, on nous dit que le Royaume-Uni, qui a déjà régné sur le monde, ne serait pas capable d'être un pays, une puissance souveraine seule par elle-même. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait,
le Royaume-Uni réussit pour l'instant, depuis 2 ans, à quand même assez bien s'en sortir. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. En fait, quels sont maintenant les grands axes de la politique britannique? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Parce que faire partie de l'Union européenne, ça a des implications importantes. Un pays membre de l'Union est obligé de suivre le reste des États membres dans leurs négociations commerciales. Depuis plusieurs années, là, ça va en s'accroissant. Il y a des discussions pour une Europe de la défense, pour une politique étrangère commune. On le voit en ce moment là, sur la crise ukrainienne. Les Français et les Allemands essaient de trouver une position commune qui se détache un peu de celle des Américains, ou en tout cas qui insiste davantage sur la diplomatie. Donc, l'Union européenne va dans une certaine direction. Les Anglais, je pense qu'ils voulaient vraisemblablement aller dans une autre direction que l'Europe continentale. Et ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que le Royaume-Uni a pu, disons, par le Brexit, par la libération de ses énergies, il a pu en revenir à ce qu'a toujours été la politique anglaise traditionnelle avant son entrée dans l'Union européenne. C'est comme si on assiste en ce moment à une espèce de retour à la normale. Puis en regardant ça, je vois trois grands axes, puis on en discutera de chacun d'eux. D'abord, je pense qu'il y a un rapprochement des Anglais au sein d'un bloc anglo-saxon. Le rapprochement avec les États-Unis, ça a toujours été une constante de la politique anglaise. Ils y reviennent. Il y a un retour aussi, ça va être le deuxième point, à une politique de grandeur à l'échelle mondiale. Les Anglais ont élaboré ce concept-là maintenant de Global Britain. Ça fait partie maintenant de leur vision stratégique, commerciale à grande échelle. Puis finalement, les Anglais en reviennent aussi à de grandes tensions contre la Russie. Puis ça, c'est peut-être le fil conducteur de leur politique étrangère depuis la fin du 18e siècle, la méfiance à l'égard des Russes. Si on regarde en premier le bloc anglo-saxon, il y a très certainement un gros rapprochement avec les États-Unis. Les Américains avaient beau dire que si jamais le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, ils seraient pas pressés de négocier des ententes, etc. Parce que, Obama était, plutôt partisan du maintien des Anglais dans l'Union européenne. Force est d'admettre que maintenant que le Brexit est réalisé, Joe Biden s'est empressé de rencontrer Boris Johnson. Et là, il y a un plus grand alignement qui se fait entre les deux puissances anglo-saxonnes. Et ça va se manifester d'abord et avant tout dans le pacte qui a été signé l'année dernière entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. On se rappelle, il y a eu un énorme... ça a donné un gros coup médiatique. Là. La France a été très surprise aussi parce que l'Australie a lâché le contrat qu'elle avait avec la France pour l'achat de sous-marins. C'est ça, exact. Ouais. Mais là, les Australiens se sont tournés vers des sous-marins américains, mais c'est aussi allé avec un pacte de défense beaucoup plus intégré entre les trois puissances pour ce qui est de la défense de leurs intérêts communs face à la Chine dans le Pacifique. Donc... ça, c'est un exemple, mais il y en a un autre aussi. Ça fait quelques années que ça se trame. C'est beaucoup présent dans les partis conservateurs dans les pays anglo-saxons. En fait, plutôt dans les anciens dominions de l'Empire britannique. Donc, et le Royaume-Uni lui-même. Donc, les Anglais, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a des discussions pour un rapprochement beaucoup plus grand de ces pays-là. Un rapprochement sur le plan politique, en politique étrangère, en matière de défense, en matière commerciale. On parle d'une plus grande intégration des anciens dominions avec la métropole. Et ça, Boris Johnson y est favorable, il l'a souvent dit. Ici au Canada, les derniers chefs conservateurs, O'Toole en ce moment, puis juste avant lui, Andrew Scheer, tous les deux sont favorables à ce type d'alliance-là, rapprochée entre les Anglais, les Anglais du monde entier, disons. Et donc voilà, ça c'est un premier point quand même intéressant, le rapprochement des pays anglo-saxons. Donc, sur un axe plus culturel, plus civilisationnel, disons, au sens de la civilisation anglaise, ce qui diverge complètement du projet post-national européen. Ouais, c'est ça. En t'écoutant, ça me faisait penser au livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations. Il disait... dans le monde globalisé qui s'en vient, ça va être le choc des civilisations, c'est-à-dire un État fort, P-H-A-R-E, qui arrive à coaliser les autres États de la civilisation, mais ce qui s'avère pas totalement faux, mais ce qu'on voit avec ton exemple, c'est pas nécessairement un État fort pour
une civilisation, mais plus un État fort pour une espèce de conglomérat nationalo-culturel, c'est-à-dire la même matrice culturelle qui n'est pas nécessairement la même chose qu'une civilisation en tant que telle, là, mais c'est assez intéressant. Oui, tout à fait. Les Anglais ils vont vers ça et c'est dans la pleine continuité de leur choix de sortir de l'Union européenne. C'est un choix de vraiment faire primer l'État-nation devant l'Empire fédéral post-national. Et donc oui, ce rapprochement-là avec les pays qui sont culturellement similaires aux leurs, c'est complètement dans cette continuité-là. Je fais un petit lien avec le Québec. Mm-hmm. Est-ce que ça serait, en suivant un peu cette tendance-là, mais de notre côté, est-ce qu'on devrait développer davantage nos liens avec la France? Puis je peux penser ici à la lettre récemment de Blanquer en France et de Jean-François Roberge par rapport à la culture de l'annulation, un peu le wokisme, hein, c'est grosso modo ça qu'on parlait, on s'entend là-dessus. Je pense que oui, il y a je pense que je réponds à ma propre question en fait. Donc, je pense que oui, il y a des liens à faire de ce point de vue-là. Et même, il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur, tu sais, quand on parle de l'Occident en général, qu'est-ce qu'on veut dire précisément? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a quand même une civilisation occidentale à quelque part. Mm-hmm. Mais la forme politique de l'Occident reste la nation. Oui, exactement. Et non le continent. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ouais. Donc, parce que oui, il y a des dénominateurs communs, si on veut, entre les différents pays occidentaux. Faudrait être probablement de mauvaise foi pour pas l'observer. Mais en même temps, je veux dire, il y a des cultures différentes, il y a des intérêts différents. Donc, c'est toutes ces questions-là que pose la question du Brexit à quelque part et le rapprochement, comme tu le présentes, Pierre, avec l'Australie et les États-Unis. Là. Donc, c'est très intéressant, en fait. Ouais, puis ce que ça nous montre, c'est que les Anglais sont prêts à ce rapprochement-là sur le plan culturel, mais ils vont vraiment ils sont prêts à aller à l'échelle mondiale. Là, pour eux, donc le rapprochement culturel, c'est ça avec l'Australie qui est à l'autre bout du monde. Et ça amène peut-être au deuxième point, le deuxième grand axe de la politique anglaise au sens large. Maintenant, ils en reviennent à une politique mondiale. Le Royaume-Uni est une puissance à l'échelle mondiale, évidemment pas au même plan que les États-Unis ou la Chine, mais les Anglais montrent maintenant qu'ils sont encore un joueur fondamental sur la scène internationale. Et donc, ils ont appelé ça le projet du Global Britain. Ça fait plusieurs années qu'ils en parlent, longtemps avant le Brexit. Et donc, ils libèrent leurs énergies, décident d'arrêter de se limiter uniquement au continent européen. Ils regardent à l'échelle planétaire. Et donc, ça va se faire sur le plan commercial, sur le plan militaire aussi. Sur le plan commercial, les Anglais se sentaient peut-être limités par les projets commerciaux européens. Maintenant, depuis que le Brexit est officialisé, les Anglais multiplient les ententes commerciales, souvent de libre-échange, avec des pays à l'autre bout du monde. Avec l'Australie, entre autres, ce qui fait le pont avec le point précédent. Aussi avec le Japon. On parle en ce moment d'un traité de libre-échange avec le Canada. Le Canada est intéressé par ça. C'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que le Canada dans cette nouvelle mondialisation anglaise-là, qui est quand même officiellement son dominion? Oui, le Canada souhaite tout à fait ce traité de libre-échange-là. Il y a des négos qui vont se faire. D'ailleurs, la fin de semaine dernière, il y avait un article dans la presse qui disait que peut-être que le Canada misait trop sur le Royaume-Uni, justement. Ça fait... c'est comme si le Canada accordait moins d'importance à sa politique européenne. Il regardait uniquement du côté du Royaume-Uni. La preuve de ça, c'est que ça fait 10 mois que le Canada n'a plus d'ambassadeur en France. Il l'a pas remplacé, alors que la dernière fois que son haut commissaire à Londres, qui est l'équivalent d'ambassadeur, dernière fois que le poste s'est retrouvé vacant, ça a pris seulement 6 semaines pour le remplacer. Donc, le Canada mise beaucoup sur le Royaume-Uni en ce moment. Ce serait pas du tout surprenant là, qu'il y ait un traité de libre-échange qui aboutisse tôt ou tard. Mais sur ce plan-là, le libre-échange en particulier, les Anglais comprennent que l'avenir commercial se trouve en Asie, se trouve dans le Pacifique. C'est très clair pour eux. Ils ont des ententes. Avant même l'officialisation du Brexit, les Anglais savaient ça. Ils avaient déjà des ententes déjà presque rédigées au complet avec des pays asiatiques. Ils attendaient juste que le pays soit sorti de l'Union européenne pour pouvoir les signer. Là.
Puis dis-moi Pierre, avant le Brexit, puis pendant le Brexit, on disait que bon, la Grande-Bretagne pouvait se débrouiller parce qu'il y avait surtout des produits financiers. Il était très fort au niveau des produits financiers, puis du bancaire, puis des flux économiques. Mais est-ce qu'ils ont une industrie, un secteur industriel concurrentiel? Est-ce que les ententes économiques là, est-ce qu'ils exportent? Est-ce qu'ils exportent une marchandise en particulier qui leur permet d'être très compétitifs? C'est sûr que le défaut du Royaume-Uni, c'est de s'être désindustrialisé depuis quelques décennies. Ça joue en leur défaveur. Leur force, c'est vraiment le secteur financier, le secteur des services. Mais c'est dans les intentions du gouvernement, des différents gouvernements conservateurs successifs depuis David Cameron, Theresa May et Boris Johnson en parlent aussi. On parle de reconstruire, de réindustrialiser davantage le pays dans une foule de secteurs. Parce que oui, c'est vrai, le Royaume-Uni a un désavantage sur ce plan-là et va souvent compter sur des importations. Par contre, oui, ce sur quoi il mise encore beaucoup, ça va être beaucoup le secteur financier. David? Je réfléchis à voix haute. Je compare le Royaume-Uni aux autres pays européens parce que la désindustrialisation. Oui, merci Alexis. Ça a touché quand même plusieurs pays en Europe. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que des pays comme la France ont un très fort patrimoine culturel, pris au sens très large, même en matière d'agriculture, par exemple. Tu sais, les fromages français, les vins français. On pourrait penser à la même chose, grosso modo, de l'Italie, de l'Espagne. Mais j'ai comme l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'en Grande-Bretagne, dû entre autres au climat, c'est moins le cas que ces autres pays d'Europe-là. Si ta question, c'est de savoir si la Grande-Bretagne est une puissance gastronomique, la réponse est non. Oui, d'ailleurs, l'état de la cuisine en Angleterre, ça c'est bien une preuve que les Anglais étaient capables de bien survivre aux secousses du Brexit. Là, ça fait, ils ont survécu au Blitz, des Allemands, ils ont survécu au blocus de Napoléon, puis ça fait des milliers d'années qu'ils survivent à leur cuisine, donc ils vont être capables de survivre aux secousses du Brexit. Mais oui, c'est vrai, ils sont plutôt, ils sont pas aussi forts que plusieurs pays européens continentaux concernant l'agriculture. C'est vrai, leur force, c'est vraiment indéniablement le secteur financier, secteur bancaire. Londres, en fait, la City, c'est un centre financier important. Plusieurs disaient que le Brexit mènerait à l'écroulement de la City. C'est vrai que plusieurs entreprises ont décidé d'aller s'établir sur le continent, aux Pays-Bas notamment, ou en Allemagne. Mais ça a souvent été compensé par l'arrivée d'autres entreprises qui sont venues s'établir au Royaume-Uni. Le secteur pétrolier est important au Royaume-Uni, notamment à cause de l'Écosse. Et il y a la Dutch Shell qui vient des Pays-Bas qui a décidé d'aller s'établir très récemment. Là, elle quitte les Pays-Bas pour aller au Royaume-Uni. Là. Ça, c'est un geste économique vraiment, vraiment important. Là. Mais ça, il n'y a pas quelque chose... j'ai envie de dire, la nature a horreur du vide. Hein. Souvent, on entend ça. Je veux dire, une grande nation comme la Grande-Bretagne, où il y a beaucoup d'argent, je veux dire, ceux qui menaçaient comme quoi il y allait avoir un effondrement incroyable en Grande-Bretagne à la suite du Brexit, je veux dire, évidemment que c'était des mensonges puis que c'était des menaces. Et en fait, le plus grand dommage que ça pouvait faire, ces menaces-là, c'est justement les menaces en elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est le principe des... La confiance. Non, mais oui, exactement. Puis les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que plus on dit, hey, si le Brexit passe, tout le monde va quitter, il n'y aura pas de constance d'un point de vue politique, puis tout ça, il y a de plus de chances que ça arrive, en effet. Donc, en économie, il y a beaucoup cette idée-là de prophétie autoréalisatrice. Et je reviens encore au Québec. On a vu ça aussi avec le Québec. Donc, tu sais, c'est toutes des sociétés occidentales. Puis, on nous vend, excuse-moi, je te coupe, mais on nous vend la mondialisation comme comme le potentiel infini pour les nations de faire du commerce, d'avoir des relations. Puis c'est la plus belle invention au monde, la mondialisation depuis le pain tranché. Mais quand une nation veut retrouver son indépendance, on dit non, vous serez pas capable. Oui, mais la mondialisation, c'est un potentiel infini. Oui, mais vous serez pas capable. Tu sais, il y a quelque chose d'aberrant là-dedans. Là. Et pour reprendre,
c'est impossible pour un pays comme la Grande-Bretagne. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de totalement absurde à un moment donné dans cet argument-là. Le Royaume-Uni, qui est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est au G7, qui est dans l'OTAN, qui est dans le Five Eyes, donc l'alliance des Anglo-Saxons en matière de renseignement. C'est une des principales places financières au monde. Moi, je suis pas du tout inquiet pour l'avenir du Royaume-Uni. Mais même pour les petites nations, si je peux me permettre, il y a Stéphane Paquin, qui est professeur à l'ENAP, qui a écrit un très beau livre sur la revanche des petites nations. Il expliquait que dans la mondialisation, c'est une chance pour les petites nations parce que justement, il va être capable de trouver des débouchés, tu sais, puis d'être capable de survivre très bien. Mais non seulement de survivre, mais de très bien vivre, tu sais. Bon, c'est sûr qu'il faut relativiser. Ce livre-là a été écrit en 2001, si je me rappelle bien. Moi, j'aurais tendance à relativiser parce que la mondialisation est beaucoup plus destructrice qu'il semblait le penser dans son ouvrage, mais c'est vrai quand même, pour grandes et petites nations, sont capables de trouver leur compte dans la mondialisation. Tout à fait. Tout à fait. Et l'autre point dont je voulais parler concernant ça, là, le jeu britannique à travers le monde, donc ça se fait commercialement, c'est le plan financier. Dès les années 90, d'ailleurs, Margaret Thatcher en parlait, elle était plus au pouvoir, mais elle disait que il faudra un jour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, puis devienne encore plus compétitif économiquement, puis devienne une sorte de Singapour européen. Thatcher disait ça dans les années 90. Mais l'autre aspect, c'est concernant l'aspect militaire. Les Anglais, parce qu'ils prétendent à nouveau jouer un rôle mondial, viennent, sous Boris Johnson, de relancer une politique de défense beaucoup plus forte. Il y a des dépenses militaires qui ont été accrues de manière très importante, et les Anglais se mettent à rouvrir des bases à l'étranger. Dans les années 50-60, ils avaient fermé la plupart des bases qu'ils avaient en Asie. Maintenant, ils recommencent à en ouvrir. Donc ça, c'est un autre aspect, là, parce qu'avant ça, les Anglais reposaient à peu près juste sur les bases américaines à l'étranger. Exact. Maintenant, les Anglais veulent jouer un rôle en eux-mêmes. Et donc cet aspect-là militaire, ça nous amène peut-être au troisième grand axe du retour des Anglais vers leur nature profonde, maintenant qu'ils sont redevenus souverains. C'est la tension avec la Russie. On remonte à la fin du 18e siècle et ça suit pendant tout le 19e siècle. Le grand jeu. Exactement, c'est le grand jeu anglais. Les Anglais craignaient l'expansion de la Russie vers ce qu'on appelait à l'époque les mers chaudes, la Méditerranée et l'océan Indien. Au 19e siècle, ça a donné à de nombreuses guerres, à des affrontements ou à des étincelles, ce qui a parfois, donc on est passé parfois proche de guerre. Les Anglais, les Russes se faisaient face en Iran, en Afghanistan, en Turquie aussi, et dans le sud de l'Europe. Les Anglais misaient sur l'Empire ottoman, qui était un peu faible, donc ils en retiraient des avantages eux-mêmes, mais ils voulaient protéger les Ottomans contre les Russes. L'un des moments où ils ont le plus... l'un des plus gros affrontements entre les deux, ça aurait été la guerre de Crimée dans les années 1850, quand la France et l'Angleterre sont intervenus aux côtés des Ottomans contre les Russes. Et il y a eu la victoire des Anglais et des Français. Et ça a continué au 20e siècle, même si pendant les deux guerres mondiales, l'Angleterre et la Russie ont dû s'entendre parce que là, il y avait la montée soudaine de l'Allemagne unifiée, l'Empire allemand, qui soit purement prussien, disons, pendant la Première Guerre mondiale, ou d'inspiration nazie dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux cas, on avait la montée de l'Empire allemand qui menaçait là les intérêts de l'Angleterre et de la Russie. Donc, ils ont pu momentanément s'entendre. Mais il y avait toujours une arrière-pensée, il faut se préparer à l'avance. Churchill, qui a passé toute la Deuxième Guerre mondiale à surveiller les Russes, à se préparer, il divergeait de la vision américaine. Churchill, il disait que l'important, c'était pas de débarquer en France, il fallait débarquer en Italie et dans les Balkans pour monter en Europe de l'Est, puis court-circuiter les Russes pour les empêcher d'occuper la Pologne et les autres pays de l'Est du continent. Et donc ça, c'est vraiment une tendance lourde dans la politique étrangère des Anglais, se méfier des Russes, et ça revient aujourd'hui beaucoup. L'Angleterre maintenant, elle est aux commandes de la force de l'OTAN en Estonie, donc l'un des pays baltes proches de la Russie. Récemment, l'automne dernier, il y a eu les tensions entre la Pologne et la Biélorussie. Mm-hmm. On s'en rappelle, il y a une quantité d'immigrants illégaux qui traversaient la frontière. Les Biélorusses
donc les Russes, les laissaient passer pour faire entrer tout ça en Pologne. Ça faisait de la pression. Les Anglais, qui ne sont même plus dans l'Union européenne, ont été les premiers à agir pour aider les Polonais, ont envoyé quelques troupes pour aider sur le plan technique les Polonais à s'organiser pour protéger davantage leurs frontières. Et maintenant qu'il y a la crise ukrainienne, les Anglais ne suivent pas du tout les tractations qui sont faites par les Français et les Allemands avec les Russes. Les Anglais suivent les Américains contre les Russes. Les Anglais sont prêts à se mobiliser. Boris Johnson a annoncé qu'il était prêt à déployer des troupes anglaises en Hongrie très rapidement si jamais les Russes envahissaient l'Ukraine. Johnson est prêt à des sanctions très importantes contre les Russes. Il est très agressif contre eux. Donc ça, c'est l'autre exemple. C'est le troisième grand axe. Les Anglais reviennent à leur nature profonde, la tension contre les Russes. J'utiliserai une expression qui est à la mode. C'est comme si les Anglais, avec le Brexit, s'ouvraient sur le monde en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils redeviennent un joueur important sur la scène internationale. Donc, plutôt que de se refermer sur eux-mêmes comme le veut l'adage. L'adage, exactement. En fait, ils s'ouvrent et s'intéressent à différents conflits, s'intéressent à différents enjeux, veulent reprendre leur rôle qui a été, à tort ou à raison, en fait, est si important depuis plusieurs siècles. Je veux dire, c'est un empire assez important d'un point de vue historique. Donc, oui, il y a une réflexion à avoir là-dessus sur, justement, comme Alexis en parlait tantôt, le rôle des nations dans la mondialisation et tout ça. C'est très, très, très intéressant. Ouais, et donc voilà, je pense que tout ce que ça montre, c'est que l'indépendance, le retour d'une nation vers son indépendance, vers sa pleine souveraineté, ce que l'exemple anglais nous montre avec ça, c'est que c'est pas du tout synonyme de repli sur soi. Je pense que tu avais tout à fait raison de le dire. Les Anglais, tout ce qu'ils font maintenant, c'est se rapprocher de leurs alliés naturels partout sur Terre. Ils décident de rejouer un grand rôle. Ils auront sans doute jamais été aussi ouverts économiquement et ils sont capables de prendre position aussi très fermement plutôt que et peu importe qu'on approuve ou non leur prise de position contre les Russes, là. Toujours est-il qu'ils prennent une position très clairement, ça va très vite, contrairement aux Européens qui doivent peut-être négocier davantage, sont pris dans toutes sortes de compromis. Les Anglais, ce que la souveraineté leur permet maintenant, c'est d'agir, et je pense que... L'agir par soi collectif, Maurice Séguin. Exactement, puis l'action, c'est le propre du politique, donc c'est le geste l'indépendance anglaise, leur retour vers ça, je pense que c'est un geste politique fondamental. Je pense que c'est ça la leçon qu'il faut en retirer. Je veux pas te prendre à contre-pied, Pierre. En Grande-Bretagne, comment parce que là, tu viens de dire retrouve leur souveraineté. Comment est-ce qu'ils parlent de souveraineté? C'est quoi le terme qu'ils utilisent, eux? Qu'ils retrouvent leur sentiment national? C'est vraiment la souveraineté. C'est vraiment la souveraineté qui est utilisée comme terme. Okay. C'est de ça dont on parle. Alors, merci Pierre. Moi, j'enchaînerai avec ma chronique sur la France. Et puis, bon, bien sûr, le sujet d'actualité en France qui défraie la chronique et qui défraiera la chronique pour les prochains mois, c'est évidemment la présidentielle française, dont le premier tour se tiendra le 10 avril et le deuxième tour le 25 avril. Et puis, plus précisément, aujourd'hui, ce dont j'aimerais parler, c'est le système de parrainage. Ce jeudi, c'est-à-dire jeudi dernier, le 27 janvier, c'est ouvert la course au parrainage qui se terminera le 4 mars. Qu'est-ce que la course au parrainage? La course au parrainage, c'est pour un candidat, si un candidat veut se présenter aux élections, donc simplement pour pouvoir se présenter au premier tour, il a besoin de rassembler 400 parrainages de différentes figures politiques, différents élus français. Ces élus-là, ils composent un bassin de 42 000 élus à peu près, et puis on parle des maires, de tous les députés de l'Assemblée nationale, de tous les sénateurs, de tous les représentants français au Parlement européen et toute une brochette de conseillers de ville, de départements, de régions. Donc, pour que les candidats puissent
se présenter au premier tour, ils ont besoin de 500 parrainages, donc 500 formes, 500 documents remplis par ces différentes personnes que je viens de nommer là, pour aller justement se présenter légalement au premier tour. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, qui semble être ou qui pourrait apparaître comme une espèce de technicalité très technicienne, dénuée d'intérêt? Eh bien, c'est qu'il y a 3 candidatures de taille en ce moment qui n'ont pas leur parrainage et qui risquent peut-être de pas avoir leur 500 parrainages le 4 mars. Et j'ai nommé Marine Le Pen du Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise et Éric Zemmour de Reconquête. Bon, avant d'arriver à cet enjeu du manque de parrainage, peut-être faire un bref historique de cette mesure-là qui est le système de parrainage. Le système de parrainage voit le jour en 1962, alors que De Gaulle est en train de parachever la Ve République. Il dit, il rassemble son conseil des ministres, puis il dit, bon, là, ça prend une loi pour savoir comment va être élu le président de la République, puis il dit, pour se présenter, ça va prendre 100 parrainages. Au début, il proposait 100 parrainages des maires, des députés, des représentants, puis il dit, ça va être le nécessaire pour 2 raisons, et 2 raisons à l'origine de cette mesure-là, pour d'une part trier les candidatures qui sont simplement les candidatures locales, hein, c'est-à-dire pour éviter là, que quelqu'un dise « Ah, moi, je représente le 15e arrondissement de Paris, puis je veux être président de la République ». C'est pour écarter les candidatures purement locales, et d'autre part, pour écarter les candidatures qu'on disait farfelues, hein, c'est-à-dire les espèces d'hurluberlus qui se présenteraient pour je sais pas moi, le bloc-pot. C'est dur de dire que c'est hurluberlu parce qu'il y a vraiment un bloc-pot, là, mais au début, c'était pour empêcher les candidatures purement locales et farfelues pour pas, faire perdre son temps à l'électeur. Oui, David? Oui, ben exactement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans toute démocratie, on veut favoriser, oui, que tout le monde se présente, mais en même temps, ça prend un certain filtre. Donc, j'ai l'impression que d'avoir cette idée-là de parrainage, ben, ça permet de dire, OK, ben, il y a certaines personnes qui considèrent que votre candidature a une certaine valeur, représente, tu parlais de toute la France, pas juste l'idée d'une représentation locale. Donc, je pense que oui, l'idée de filtre a vraiment son importance, là, mais j'ai hâte de voir comment ça a pris forme dans les années subséquentes. Là. Pierre? Oui, puis c'est une mesure comme celle-là, je pense que ça a du sens et on peut rejoindre là une analyse tocquevillienne de la démocratie. Ça part de la base vers le haut? Ben, exactement, mais s'il y a... si la pression populaire, la pression vers l'égalité avance sans arrêt, ça peut être potentiellement dangereux. Donc, pour contrebalancer cette pression-là, c'est bien d'avoir des instruments qui existent aussi pour encadrer un peu le mouvement. Quelque chose d'un peu plus vertical, d'un peu plus... en fait, ça relève presque du principe aristocratique, là. Il y a certaines élites, certaines institutions qui sont capables de faire un tri. Puis De Gaulle, qui dans sa Ve République essayait de marier la monarchie et dans une forme d'intégrer la monarchie démocratique. Exactement, c'est ça, d'intégrer des trucs monarchiques dans la République. Je pense que c'est tout à fait conforme avec sa pensée, puis avec le projet des parrainages, et donc ça pouvait se défendre a priori. Mais oui, puis et pourtant cette mesure-là qui semblait être une mesurette était attaquée justement parce que elle semblait être une mesurette au Conseil des ministres. Hein. Je suis retourné dans la Bible du gaullisme, c'est-à-dire le C'était de Gaulle de Perfit, pour voir qu'est-ce qui se disait un peu au Conseil des ministres du 26 septembre quand De Gaulle arrive, il propose cette mesure-là. Et puis pas tout là, mais beaucoup de ministres qui disaient non, mais sans parrainage, c'est dérisoire. Il va y avoir encore des candidatures qui seront uniquement locales et des candidatures farfelues. Puis l'exemple qui revenait souvent, c'est l'exemple du maire breton autonomiste. Hein? Il y avait une espèce de peur que un candidat breton indépendantiste qui veuille l'indépendance de la Bretagne arrive puis puisse se présenter aux élections. Puis de sorte que beaucoup de ministres voulaient
voulait que ce soit beaucoup plus que 100 parrainages. On parlait de 500, comme c'est le cas aujourd'hui. On parlait de 1000. Et il y a même Jacques Marette, alors ministre des Postes et des Télécommunications, qui avait proposé 5000. Alors, donc déjà, c'était vu comme assez dérisoire comme mesure. Puis, mais ce que je veux souligner ici, c'est que l'enjeu était toujours de départir le bon grain de livret, c'est-à-dire enlever les candidatures locales et farfelues. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Et puis je prends pour exemple un dialogue qu'a eu De Gaulle avec le ministre Triboulet, qui était Raymond Triboulet, qui était ministre des anciens combattants, si je me rappelle bien. Triboulet dit « Je crains que nous soyons submergés par une quantité de candidatures locales ou fantaisistes qui discréditeraient l'élection présidentielle. N'importe qui peut recruter sans parrain. » Et ce à quoi De Gaulle, qu'on a dépeint comme une espèce de dictateur proto-fasciste, va répondre « Mais enfin, pourquoi toutes ces personnalités locales ne pourraient-elles pas se présenter? Pourquoi voulez-vous absolument les en empêcher? Pourquoi avez-vous peur du folklore? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas précisément que tout le monde puisse se présenter à une élection? » Et il rajoute, c'est merveilleux, « Le peuple fera le tri. Il le fait bien pour les élections législatives, il le fera à plus forte raison à l'échelle nationale. » Bref, il faut bien souligner ici que ce n'était pas pour empêcher des candidatures qui pourraient être populaires ou qui étaient populaires, mais bien pour enlever les farfelus et les gens qui n'avaient pas l'envergure nationale. Oui, David? Faudrait que je me replonge dans l'époque, mais je me demande si ce type de commentaire-là n'est pas le fait d'une forme de, j'ose le néologisme, de paricentrisme. C'est que j'ai l'impression que, est-ce que ça concerne finalement des candidatures locales de province, donc un peu pour reprendre des expressions du Québec, là, c'est le gars de région qui se présenterait pour être premier ministre du Québec, mais alors que si c'est une candidature du plateau ou de Paris, dans le cas qui nous concerne, ben là, on serait un peu moins... on trouverait moins que c'est une candidature locale, peut-être, j'ai l'impression. En tout cas, cette question-là je me pose la question, en fait. Donc, je sais pas si on a la réponse. Je sais pas, mais c'est certain qu'en lisant, là, il y avait une espèce de... Ben, oui, c'était peut-être le sous-entendu, mais moi, je suis d'accord avec le fait que, bon, les candidatures locales n'ont pas leur place dans une élection nationale, tu sais, mais encore une fois... Oui, vas-y, David. Non, mais je me demande aussi si la signification de candidature locale a changé entre... ça, c'est dans les années 60, 62. Entre 62 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, ben, on est beaucoup plus au courant de qu'est-ce qui se passe et de tout ça. Tandis que dans les années 62, dans les années 60 plutôt, on peut tout à fait s'imaginer que ben, ce qui se passe en Bretagne et ben, les Parisiens sont plus ou moins au courant, puis c'est pas nécessairement par chauvinisme ou par qui regardent ça de haut, c'est juste qu'avec les moyens de communication de l'époque, ben évidemment, on est beaucoup plus dans des enclaves, c'est une réalité, là. Donc ça aussi, il y a cette réflexion-là qui me traverse l'esprit quand tu me parles de candidature locale. Oui, tout à fait. Mais justement, cette mesure-là qui apparaissait dérisoire a tout de même été adoptée en 62 par De Gaulle. Donc, en 62, on a établi que ça prenait 100 parrainages pour se présenter. Et puis, quelques années plus tard, en 76, de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, donc le gouvernement de Chirac, si je me rappelle bien, ouais, de Chirac a décidé d'augmenter le nombre de parrainages parce que, bon... on dirait bien que les ministres qui avaient des réserves avaient raison parce que de 62 à 76, le nombre de candidatures a doublé, puis c'était souvent des candidatures locales, donc on voulait justement que ça garde une envergure nationale, l'élection présidentielle, et évidemment, c'est important que ça le soit. Donc, on a monté ça à 500. Et puis, autre chose qui est assez drôle aujourd'hui, quand on l'étudie avec nos yeux de 2022, c'est une des raisons pour laquelle le règlement a été changé, c'est qu'il y a un candidat
écologiste qui a réussi à se qualifier, qui a réussi à avoir ses 100 parrainages. Donc, dans les années 70, je crois, il y a un premier candidat écologiste qui s'est présenté. Et puis, c'est à cause de ça qu'au gouvernement, on a dit non, là, ça va faire, là, les folies. Ça va faire les candidatures farfelues. On monte ça à 500. Mais tu sais, aujourd'hui, des candidatures écologistes, il y en a dans tous les pays. Mais dans les années 70, on a dit non, là, fini les folies. Ça prend 500 parrainages parce que sinon, c'est justement des candidatures farfelues. Tout ça pour faire une espèce de voyage dans le temps jusqu'à 2016, parce qu'avant 2016, bon, on parlait d'augmenter, de réduire les parrainages, mais le vrai changement de dynamique, le vrai changement de paradigme dans les parrainages qui explique, et ce sera mon sujet à venir, qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont de la difficulté à avoir leur parrainage, c'est qu'en 2016, sous la présidence de François Hollande, il a été décidé, et puis ça a été adopté par une loi organique qu'on appelle la loi organique de 2016, qui dit que les parrainages vont être de notoriété publique, de sorte que 2 fois par semaine va être mis en ligne ou va être rendu public qui a parrainé qui. Alors, c'est pas totalement nouveau. Avant, il y avait 500 parrainages comme ça qui étaient pigés au hasard, de sorte qu'on savait que 500 personnes avaient parrainé qui, mais ça n'a jamais été totalement public. Mais depuis 2016, on peut savoir qui a parrainé qui. Bon, alors là, vous me voyez venir en nommant les candidats que j'ai nommés tantôt. On voit bien que cette mesure-là, je veux pas dire qu'elle a été adoptée dans ce but précis-là, mais elle défavorise et de loin les candidatures anti-système. Hein? Marine Le Pen, qui est associée à l'extrême droite française, a de la misère à avoir ses parrainages justement du fait qu'elle est associée à cette frange de la société. Jean-Luc Mélenchon est associé à une espèce de gauche radicale et hargneuse et islamo-gauchiste pour ne pas dire le terme. Donc il y a aussi de la difficulté à avoir ses parrainages, et Éric Zemmour, n'en parlons même pas, le sulfureux chroniqueur a évidemment, là, je prends le vocabulaire du discours médiatique dominant, a évidemment la misère à avoir ses parrainages, sauf que et ça c'est Éric Zemmour qui l'a formulé de cette manière-là, un scandale démocratique. Mais la formule est très bonne et elle est très juste parce que ces 3 personnes-là coalisent en tout, et tenez-vous bien, environ 40% des intentions de vote. 40% des intentions de vote, les derniers sondages donnaient la CAQ à 42% d'intentions de vote. Imaginez si la CAQ ne pouvait pas se présenter aux prochaines élections. Alors, Jean-Luc Mélenchon tourne autour du 10%, Marine Le Pen autour du 18% et Éric Zemmour autour du 13%. Ça peut paraître peu, mais il faut rappeler que le système français est un système à 2 tours et que l'objectif du premier tour n'est pas nécessairement de gagner la présidentielle avec 50% plus 1. Évidemment, si ça arrive, le candidat va être très heureux d'être couronné au premier tour, mais le but, c'est de passer au deuxième tour de sorte que 18%, je prends l'exemple de Marine Le Pen, c'est énorme. Avec 18%, elle pourrait très bien être candidate au deuxième tour. Or, à cause du système de parrainage, elle serait empêchée en ce moment de passer au deuxième tour. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pas le concept, mais la formule scandale démocratique est très bien employée dans ce cas-ci. Peu importe ce qu'on pense de Le Pen, Zemmour et Mélenchon, hein, qu'on les trouve trop à gauche, trop à droite, là, c'est pas ça la question. Mais il y a des intentions de vote qui sont là et ces gens-là ne pourront peut-être pas se présenter. Pierre? Oui, c'est tout à fait juste que c'est un scandale démocratique, je crois. Oui, parce que c'est une large portion de la population qui se trouverait à ne pas être représentée par son candidat préféré, a priori, là, si ces candidats-là réussissent pas à se qualifier. Mais c'est aussi un scandale démocratique par le fait même que ce soit plus secret. On a vu comme une victoire démocratique, historiquement, le fait que nos votes deviennent secrets.
Quand on revient au Québec ou au Canada, quand il y a eu la Confédération, jusqu'à ce moment-là, puis quelques années après, le vote était public. Quand on votait aux élections, c'était devant tout le monde et c'était un appel. Et là, qui vote pour lui? Et là, on faisait ça. Évidemment, ça donne lieu à de l'intimidation, parfois de la violence à l'époque. Et le fait que le scrutin devienne secret, c'est une grande avancée démocratique. Chacun peut prendre position sans avoir peur, sans risquer d'être menacé de quoi que ce soit. Et donc là, que ce soit devenu public pour ce qui est du parrainage, je pense que c'est assez clair que c'est un recul démocratique qui a lieu en France. J'ai élargi un peu la réflexion. En fait, je fais du pouce sur ce que Pierre vient de dire. Il y a une question qui m'obsède toujours, moi, c'est la question de la vie privée versus la vie publique. Le vote relève, à mon sens, de la vie privée. Et en le mettant public, comme c'est-à-dire les parrainages deviennent publics, comme tu nous l'as dit, il y a quelque chose de... le vote qui est dans la vie privée, maintenant, tu dois le mettre sur la place publique. Tu es obligé de faire ça. Donc, je le vois un petit peu à travers ce prisme-là, de dire, j'ai l'impression qu'à notre époque, il y a une espèce de mélange des genres où est-ce que le privé devient public, le public devient privé. Donc, ça, je dirais peut-être pas que le public devient privé, mais vous comprenez un peu l'idée. Ah bien sûr que le public devient privé. On en reparlera dans un autre balado, mais vous comprenez un peu l'idée. Oui, mais le mélange des genres, pour à mon tour faire du pouce sur ton pouce, c'est vrai parce que parrainer un candidat, là, ce n'est pas l'endosser. Je veux dire, quand on parraine quelqu'un, on n'est pas tributaire de tout ce qu'il fait. Alors, ça pourrait être... On ne met pas en tutelle. Là. Ben non. Puis, je veux dire, moi, je m'imaginerais très bien parrainer quelqu'un pour qui je ne voterais pas si cette personne-là sollicitait mon appui. Je n'ai pas un amour immodéré pour Québec solidaire. Si les candidats de Québec solidaire ne pouvaient pas se présenter aux prochaines élections, je trouverais que c'est scandaleux. Et si on me demandait ma simple signature pour qu'ils puissent se présenter, je le ferais. Tu sais, il y a effectivement un mélange des genres. Parrainer ne veut pas dire endosser. Je me fais un peu l'avocat du diable. Disons que je considère que Zemmour, Le Pen et Mélenchon représentent le mal. D'accord? Donc, c'est des personnes... Parce que c'est comme ça qu'on les présente, à tort ou à raison. Si je suis dans ce camp-là, je suis content que des candidatures qui représentent le mal. À nouveau, je reprends, honnêtement, c'est comme ça qu'on nous le présente. Est-ce qu'il y a quelque chose de sain de dire qu'il y a certaines candidatures qui représentent le mal qui ne devraient pas se présenter? J'utilise... Je fais... En tout cas, non, je te laisse répondre, Alexis. Ben non, mais je veux dire, si c'est le choix de régime que la France a fait, c'est que en faisant ça, ça devient un régime politique idéocratique, c'est-à-dire que on règne par l'idéologie, c'est-à-dire telle idéologie ne peut pas régner. Or, jusqu'à maintenant, la France est un système démocratique. C'est-à-dire, moi, si c'est la tangente que l'État français veut prendre, c'est-à-dire que c'est correct de dire que ces gens-là ne peuvent pas se présenter parce qu'ils représentent une idéologie, c'est pas mon pays, ils le feront, mais qu'on n'appelle pas ça de la démocratie. Je comprends. Ou en fait, à tout le moins qu'ils le disent clairement. Qu'ils le disent. En Allemagne, par exemple, la loi fondamentale allemande interdit à un parti nazi d'exister, par exemple. Je suis pas certain, vous pouvez me corriger, donc ça c'est sous toute réserve, mais je pense aussi qu'ils interdisent les partis communistes en Allemagne. Ah, je sais pas. Mais ça, je suis pas certain. Mais pour sûr, ils interdisent... On l'espère. Oui. Pour sûr, ils interdisent les partis nazis. Donc, si la France veut interdire certains types de régimes parce qu'ils sont fondamentalement, pas de régimes, mais de partis qui sont fondamentalement contraires à leur régime. Donc, autrement dit, pour eux, ils verraient une contradiction dans le fait d'autoriser des gens qui se présenteraient pour détruire leur propre système. À la limite, ça peut se défendre.
mais qu'ils le disent. Et aux dernières nouvelles, dans le cas de la France, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas nazis, ne sont pas non plus communistes. Je crois pas que Mélenchon même est un communiste. Même ancien, mais... C'est un ancien, mais ne l'est plus. Et même à ça, le Parti communiste existe en France. Il est très légitime. Roussel est tout à fait légitime. Il peut se présenter. Rendu là, c'est une question aussi de liberté politique et de liberté d'expression. Là. On entre là-dedans. Mais ça, c'est une question intéressante. Est-ce que le système doit tolérer... Parce que je pense que, tu sais, par exemple, Marine Le Pen, je pense que les 3 candidatures, c'est quand même des candidatures quand même anti-système. Ouais. C'était ma conclusion, mais tu peux y aller si tu veux. Mais, je veux dire, est-ce qu'elles sont tant que ça anti-système? Tu sais, je veux dire... Tu donnes l'exemple du nazisme, qui est un exemple frappant, mais ça, clairement, on est dans l'antisystème, mais vraiment, vraiment de manière radicale. Mais comment doit-on gérer des candidatures qui sont véritablement anti-système? Mm-hmm. Parce que, finalement, est-ce que le système doit tolérer des candidatures qui sont fondamentalement à son encontre? Puis ça, on pourrait élargir la réflexion... à l'université, aux journaux, tu sais, des médias qui seraient, par exemple, ouvertement anti-médias, si on veut. Mm-hmm. Tu sais, en tout cas, ça soulève plein de questions par rapport à ça. Comment traiter un joueur qui serait anti-système? Je pense que le droit criminel dans les pays occidentaux règle déjà le cas des gens qui pourraient proférer des menaces ou un discours proprement haineux, là, quand on parle d'éliminer des gens ou de détruire des personnes. Ces lois-là ordinaires existent déjà. Donc, s'il y a des gens qui émergent sur la place publique et qui se mettent à appeler au meurtre d'une certaine catégorie de la population ou à commettre des crimes, les lois existent déjà. Donc, je pense pas qu'il vaille la peine d'interdire certains partis politiques. Si certaines personnes entrent sur la sphère politique et tiennent des propos qui sont criminels, le droit en place va déjà s'en occuper. Pour le reste, moi, je pense qu'on peut faire confiance au bon sens de la population qui va savoir faire son choix. Oui, je poursuis justement ces candidatures-là, Zemmour, Le Pen, Mélenchon. Pour l'instant, ils disent avoir à peu près 400 promesses de parrainage. Mais là, il faut bien distinguer entre promesse de parrainage et parrainage. Une promesse de parrainage, c'est quand le candidat ou l'équipe du candidat appelle les maires, les élus, et leur demande je veux me présenter à l'élection présidentielle, allez-vous me parrainer? Puis là, le maire ou le député dit oui, je vais vous parrainer. Mais il dit juste oui, je vais vous parrainer. Il a toujours pas rempli la fiche, toujours pas parrainé officiellement, de sorte que... Et puis je crois que c'est Éric Zemmour qui disait ça. Il disait il faut compter à peu près 600 à 700 promesses de parrainage pour espérer, dans une présidentielle, avoir le temps venu 500 parrainages. Donc là, ces 3 candidats-là que j'ai dit sont à 400 promesses de parrainage, puis ça en prend en moyenne 6 à 700 pour espérer, avant le 4 mars, avoir les 500 parrainages. Donc, on peut penser que dans les derniers instants, il pourrait y avoir une espèce de regain de démocratisme, puis que les différents maires et élus parrainent les candidats qui ont un haut pourcentage d'intention de vote, mais il n'est pas impossible de penser que 1, 2 ou ces 3 candidats-là ne puissent pas se présenter. Alors, quelles sont les solutions? Évidemment, les solutions proviennent des trois potentiels candidats que je viens de nommer, parce qu'évidemment, ils veulent aller au premier tour. La première solution a été proposée par Éric Zemmour, qui a dit on pourrait faire un pool de signatures. C'est-à-dire, on demande aux maires ou aux élus ou aux représentants régionaux, municipaux, etc., de signer comme ça une espèce de parrainage en blanc. Et puis, on les distribuerait comme ça à ceux qui n'ont pas nécessairement leur parrainage, mais qui ont au-dessus de 5% d'intention de vote.
Cette idée-là n'est pas vraiment recevable. Il y a justement le président de l'Association des maires de France, M. David Lisnard, qui a dit que non, c'était pas faisable, parce que c'était Éric Zemmour qui l'avait proposé, mais parce que d'une part, un parrainage ne peut pas désunir parrain et parrainé. On peut pas envoyer comme ça un parrainage en blanc, c'est techniquement impossible. Et d'autre part, lui, en tant que président de l'Association des maires ou n'importe qui d'autre, n'a pas l'autorité pour demander comme ça des parrainages en blanc si une telle chose était possible. Alors, cette proposition-là de Zemmour n'est pas recevable. La deuxième proposition a été amenée par Le Pen et Mélenchon en disant vite, il faut rendre le parrainage anonyme. Donc, une loi pourrait être passée rapidement pour faire en sorte, pour défaire la loi de 2016 et que les parrainages deviennent anonymes. C'est techniquement possible, c'est-à-dire que ça pourrait être plus là, mais ça l'a déjà techniquement été possible. Peut-être que ça l'est encore techniquement possible, mais il y a une convention en France qui dit qu'un an avant les élections, on ne peut pas changer la loi électorale. Et puis là, on est à quelques semaines. Là. on parle pas d'un an, là, on parle de quelques semaines. On parle de quelques semaines. Mais après ça pose la question de qu'est-ce qui est plus scandaleux? Le fait que 40% de l'électorat n'ait pas son représentant ou le fait de modifier la loi électorale? Tu sais, la question se pose, lequel est le plus scandaleux? Parce que là, faut-il souligner qu'il y a des partis à 4% qui ont leur parrainage. Là. Voilà, donc, Madame Anne Hidalgo qui vacille autour du 3-4%. T'as juste précis qui est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, maire de France, comme on dit en France, maire de Paris, comme on dit en France, et mairesse de Paris, comme on dit au Québec, qui est la représentante pour l'instant. Là, ça se peut qu'elle soit remplacée par Christiane Taubira, mais pour l'instant, elle est représentante du Parti socialiste. Elle vacille au gré des sondages à 3-4%, et pourtant elle a tous ses parrainages. Elle a ses 700 promesses de parrainage, donc il y a pas à craindre que ça va se transformer en 500 parrainages. Les Républicains, c'est sûr que les Républicains, Valérie Pécresse, tournent aussi autour de 18%, mais eux, ils n'ont aucun problème à avoir leur parrainage. Ce qui m'amène à ma conclusion, à savoir, ce système-là, d'une part, favorise l'establishment. Parce que quand on est un parti établi comme les Républicains ou comme le parti présidentiel qui est relativement nouveau, mais qui a quand même beaucoup de députés, je parle de la République en marche, il est évident que c'est plus facile d'avoir ces 500 parrainages. Juste, la République en marche, qui est le parti d'Emmanuel Macron, compte 268 députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, ça, c'est 268 parrainages quasi automatiques. C'est-à-dire que les députés de la République en marche n'iront pas donner leur parrainage. Je pense qu'on peut le dire automatique. Pas juste quasi automatique. Oui. LR, les Républicains, Valérie Pécresse peut compter sur 248 députés et sénateurs pour déjà partir avec la moitié des parrainages. Bref, ce système-là, en devenant public, en devenant totalement transparent sous François Hollande, et favorise l'establishment, défavorise les partis anti-système et surtout, et c'est le plus, je pense que c'est le plus dangereux et le plus condamnable, c'est que ça soumet un processus démocratique, donc le système des parrainages, à l'empire du politiquement correct, pour citer Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que maintenant, comme notre nom est associé à un candidat, donc public, alors comme notre nom est dans la sphère publique associé à un candidat, il est soumis aux mêmes règles de respectabilité publique que peuvent l'être tous les autres candidats, de sorte que si Éric Zemmour est fascisé, il a à penser que ses parrains vont être fascisés. Si Jean-Luc Mélenchon est islamo-gauchisé, on peut penser que ses parrains vont aussi être islamo-gauchisés. Donc, une espèce de revirement d'un processus démocratique qui, je le rappelle à la base, voulait distinguer les candidats d'envergure nationale des candidats locaux et farfelus. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, messieurs, sur cet enjeu démocratique. Je pense parce que tout ça vient en bonne partie de François Hollande qui a mis ça de manière publique, là, le vote que se fait de manière publique, du moins qui est connu de manière publique. Et on voit quelqu'un du Parti socialiste, un homme de gauche,
qui va mettre de l'avant une position... en fait, pas une position, mais une mesure presque aristocratique à quelque part. Là. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans, j'ai l'impression. Tu sais, je pense qu'il y a une forme de saint aristocratisme, si on peut dire, en démocratie, là, c'est-à-dire que il faut que tu mérites... Belle verticalité. Exactement, il faut que tu mérites ta place à quelque part. Donc, mais c'est quand même particulier, j'ai envie de dire, que ça vienne d'un président socialiste. En même temps, ça a l'avantage, donc je suis pas tant surpris. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est les avantages des socialistes. C'est vrai que Anne Hidalgo a pas un score très élevé dans les sondages. Et puis, je m'excuse, je te coupe, mais elle se permet de dire, du haut de son 4%, si Éric Zemmour a pas ses parrainages, c'est qu'il mérite pas d'être candidat. Non, mais attends, il y a 4 fois plus d'intention de vote que toi. Tout à fait, c'est ça. Elle a ses parrainages parce que le Parti socialiste, aujourd'hui en déclin, peut encore quand même compter sur les ruines de ses élus locaux, municipaux. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est assez paradoxal là, que ça a été implanté maintenant par un parti de gauche au pouvoir. Ce que ça montre, c'est que oui, dans une démocratie, il faut une certaine verticalité. Pour encadrer les règles, pour éviter les débordements, dans la mesure où on reste quand même en démocratie et dans la mesure où les candidats sérieux d'envergure nationale puissent quand même se présenter, parce que là, autrement, on en vient à un enjeu de liberté d'expression, de liberté politique. Oui, David? Je regarde la candidature d'Anne Hidalgo, donc mairesse de Paris, qui est un peu ce qu'on pourrait dire la gauche bobo à quelque part. Totalement. Pas juste un peu, totalement. Il y a quelque chose, je sais pas, qui me fait... Je sais pas, qui me fait un peu rire que l'establishment favorise ce genre de personnalité-là qui se présente un peu, qui s'imagine du moins comme une personnalité un peu subversive, qui va à contresens. Mais au final, on se rend compte très rapidement que je veux dire, l'establishment te favorise. Donc, à quelque part, vous devez pas être tant que ça à contresens de l'histoire ou de l'époque. Absolument. C'est une des phrases de Finkielkraut, je crois, qui disait qu'aujourd'hui, la subversion est devenue conservatisme. Oui. C'est-à-dire que le conservateur aujourd'hui, c'est celui qui va de coups d'éclat et de subversion. Il n'y a rien de plus non original que quelqu'un de subversif. Enfin. Autre chose à ajouter, messieurs, non? Non. Alors, David Santa Rosa, je te remercie. Hey, merci à toi. Pierre Norris, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette nouvelle formule actualité. Et puis, je termine avec une citation. Celle-ci vient de Max Weber dans Le savant et le politique. Ça va comme suit. Il est parfaitement vrai, et c'est une donnée fondamentale de toute histoire, que le résultat ultime de l'action politique entretient souvent, voire quasi toujours, un rapport tout à fait inadéquat, souvent quasiment paradoxal avec son sens originel. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et bonne journée.